voir l'ensemble des conséquences de l'utilisation de l'IA sur les individus, sur un individu. Cette vidéo, je vais la faire assez rapidement pour parler de mon approche concernant les conséquences des IA génératives et surtout de leur utilisation. En fait, l'idée, c'est de trouver les conséquences à plein de niveaux et voir les conséquences qu'on juge à la fois positives et négatives. Et d'avoir une approche scientifique et journalistique du sujet de manière globale. Parce qu'en science, on n'est pas forcément dans l'idée de juger quelque chose de bien ou de mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on met dans la définition de la science. Et je reviens à un cours incroyable que j'ai eu quand j'étais en fac de psycho, un cours de sciences du langage d'un prof, monsieur Gaborio, qui expliquait qu'est-ce que c'était la science. Et il y a 3 notions qu'on assimile à la science qui en fait n'en sont pas exactement le concept. Ça ne désigne pas forcément entièrement le concept. Ça en fait partie, mais on confond souvent ces éléments-là avec la science. Et ces 3 éléments, c'est quoi? C'est l'ingénierie, l'histoire et le jugement. Jugement ou évaluation, comme on veut. Et toute la réflexion qu'il a pour essayer de définir la science, c'est de poser 3 questions par rapport à chacun des éléments que j'ai cités juste avant. En quoi consiste cet élément? Est-ce qu'il est spécifique à la science? Et la troisième, est-ce que cette activité est nécessaire? Est-ce que cet élément est nécessaire à l'activité de la connaissance, à l'activité scientifique? Et en fait, avec ces 3 questions, on peut détacher ce qu'on associe à la science, une caractéristique de la science, de qu'est-ce que la science dans son essence. Et donc l'ingénierie, c'est utiliser des machines, des calculs, de la mesure. Ça consiste en ça. Est-ce que c'est spécifique à l'activité scientifique? Pour la plupart des gens, oui. Parce que l'ingénierie, elle est utilisée dans les sciences, entre guillemets, dures, les sciences de la nature. La physique, la chimie, la biologie, l'éthologie, l'étude des animaux. Et du coup, tout ce qui ne va pas utiliser de mesures, qui ne va pas utiliser de calcul ou alors de machines, ne va pas être considéré comme la science. D'où le fait que les sciences humaines ne sont pas considérées comme des sciences. Mais en réalité, l'activité de connaissance, elle n'est pas spécifique à l'ingénierie. C'est un outil qui peut être utilisé pour réfléchir, mais c'est d'abord poser une hypothèse qui compte. C'est pas parce qu'on mesure qu'on est en train de faire de la science. En faisant de la science, on peut être amené à mesurer, mais c'est 2 choses très différentes. On peut aussi des fois faire des calculs qui n'ont aucun sens, pour des questions qui n'ont aucun sens. On peut essayer de calculer à partir des écrits en théologie la taille de l'arche de Noé, mesurer la taille des fonds de cale, la taille de la coque, mais est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on fait de la science quand on fait ça? Passons au 2e point, l'histoire. En quoi ça consiste? L'histoire, c'est un raisonnement, un type de raisonnement, un raisonnement chronologique. On enchaîne un certain nombre de faits.
Est-ce que c'est spécifique à l'activité de la science? Eh ben, pas spécialement. On peut utiliser l'histoire dans plein d'autres domaines. Mais la raison pour laquelle on associe la science avec l'histoire, c'est qu'en fait les deux poursuivent un but qui est plutôt commun, un but de fédérateur, un but de converger. Et donc, c'est pas parce qu'une personne connaît plein de choses que c'est un scientifique. Un érudit n'est pas un scientifique. Quelqu'un qui enchaîne les informations n'est pas forcément quelqu'un qui fait de la science. Troisième point, le jugement, l'évaluation, si on veut dire différemment. C'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un parti pris, une position axiologique sur un sujet. C'est de considérer que les choses devraient être de telle ou de telle manière. Mais ça, est-ce que c'est spécifique à l'activité scientifique? Non. Dans le droit, quand tu juges au tribunal, tu dois aussi définir, évaluer ce qui est bien et ce qui est mal, t'approcher de la vérité. Donc c'est pas spécifique. Et est-ce que l'activité de la connaissance, elle est nécessaire, elle a nécessairement besoin du jugement et de l'évaluation? Non. Parce que le scientifique n'a pas apporté un jugement moral sur ce qu'il étudie. Même si c'est très 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 tentant et très très dur de ne pas apporter ce jugement. Et donc, finalement, quand on enlève ces trois éléments et qu'on prend vraiment l'essence de la science, c'est quoi? C'est l'explication. C'est la capacité à donner, à un moment donné, une explication formulée avec des mots sur les causes d'une réalité observée. Par exemple, la loi de la gravitation. Donc la science, c'est davantage la formulation d'hypothèses qui importe. Enfin bon, je ne vais pas me rentrer dans tout un débat sur la science, mais voir les conséquences sur l'IA et parler de l'IA et des enjeux, ça va être important de revenir à de la science, à expliquer, à faire des hypothèses. Parce que les trois autres éléments que je vous ai donnés avant, en science, ils sont extrêmement utilisés pour faire croire que c'est de la science. L'ingénierie, c'est super utilisé parce que ChatGPT, c'est un outil technique, c'est de l'ingénierie. Mais on a l'impression que ça vient de la science. C'est la science qui a fait émerger ChatGPT. Ou est-ce que c'est de l'ingénierie? L'histoire, le côté raisonnement, quand on écrit, quand une IA générative écrit et fait un raisonnement, elle parle d'une certaine manière avec un certain ton. Est-ce que c'est de la science qui est sortie? Et toute une idéologie autour de la technologie, amener toujours plus de technologie. La technologie c'est génial, la technologie ça va changer la société. Ou alors, la technologie c'est la catastrophe. Tout ce rapport-là, est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est une évaluation, un jugement? Donc l'idée que je vais essayer d'amener, c'est d'expliquer toutes les conséquences d'un point de vue technique et de l'utilisation de l'objet, et également les conséquences en termes de biologie, en termes de la personne, biologie du corps, biologie du cerveau, toutes les conséquences que ça peut essayer d'avoir sur sa psychologie et au niveau sociologique, sur sa manière de relationner avec autrui. Donc, je regarde un petit peu mes notes. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai envie d'être une sorte de journaliste scientifique par rapport au sujet de l'IA. Qu'est-ce que c'est?
quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Et je pense que c'est ce dont on a besoin pour les années à venir, par rapport aux changements qui sont à l'œuvre dans la société. Pourquoi journaliste? Parce que, je vais quand même en parler là, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des données, le niveau des informations et le niveau des connaissances. Actuellement, les données numériques, elles ont explosé. Ces 25 dernières années, depuis les années 2000, les données numériques explosent. Une donnée, c'est juste, ça peut être du texte, ça peut être des données sonores, ça peut être des données vidéo, ça peut être tout un tas de données qui sont réductibles à des 0 et des 1, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'ordinateur. Mais ça peut être aussi, c'est pas forcément des données numériques, mais des données de manière générale, de la data, c'est quelque chose qui n'est pas contextualisé. Ou c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir de confiance sur l'information. Parce qu'au moment où ça passe au niveau de l'information, c'est au moment où on est fiable, il y a de la fiabilité par rapport à la date de la donnée, là où elle est, à la date à laquelle elle a été émise, des informations fiables sur l'émetteur de la donnée, sur la source, sur les arguments liés à la donnée, si elle amène une information en particulier. Tout ça, du coup, on arrive au niveau de l'information. Mais avec des IA génératives, des agents génératifs, qui génèrent eux-mêmes des données à partir d'autres données, de bases de données dont on n'est pas sûr de la fiabilité et dont on ne sait pas si elles proviennent d'un humain ou d'une machine, comment peut-on être sûr que c'est des informations fiables? Comment peut-on être sûr que c'est des vraies informations? En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Toxic Data, d'un chercheur en maths qui explique comment les réseaux sociaux influencent les opinions. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que l'information qu'on va voir sur Internet peut avoir une influence sur nos opinions. Et donc, le type d'information n'est plus fiable. Et donc, c'est tout là aussi la confiance qui est en train de se désagréger. Et donc, le travail de journaliste, c'est pouvoir apporter cette confiance et contextualiser les données. Et donc, le plus dangereux, c'est pas que nos données personnelles soient amenées, distribuées sur Internet, libérées. C'est pas ça le plus dangereux. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt au niveau éthique. Le plus dangereux, c'est l'inverse. C'est que les données qui sont enregistrées dans la tête, dans notre base de données, qui sont enregistrées sur notre téléphone, les notes qu'on prend, les connaissances qu'on a, c'est que tout ça soit injecté, soit modifié, soit hacké, entre guillemets, par des agents IA, par des influences, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux. Mais comme ça peut être le cas aussi quand on utilise une IA générative, et qu'on utilise et qu'on tombe dans ce qu'on appelle les chambres d'écho. Je développerai ça plus dans d'autres vidéos. Donc voilà, journaliste scientifique autour des conséquences de l'IA.